cette présentation, je vais m'appuyer sur la conférence introductive de Patrick. Il a mis en avant une question, un défi, qui est qu'est-ce qu'on fait des affects quand on cherche à analyser le travail, à concevoir des formations. Et puis, à ce premier défi, on va y rajouter la question de la dimension axiologique, des valeurs, de l'éthique des professionnels dans leur activité. Et c'est ce qui nous amène à proposer une didactique professionnelle augmentée de ces deux dimensions. Alors, notre propos aujourd'hui, évidemment, pas de critiquer la didactique professionnelle de l'intérieur. Vous avez compris, on n'est pas du tout ni l'une ni l'autre complètement inscrits dans cette discipline. Mais il s'agit plutôt d'argumenter, à partir d'exemples issus de nos recherches, pour une démarche de conception de formation à partir de l'analyse du travail, mais s'appuyant sur des concepts, des démarches, des outils qui sont extérieurs à la discipline. Alors si je reprends ce qui a été évoqué comme tension entre orthodoxie et créativité dans la table ronde de lundi soir, on n'est clairement pas du côté de l'orthodoxie. On espère être du côté de la créativité, une créativité qu'on espère être émancipatrice, comme ça a été noté. On espère qu'elle ne sera pas trop dissidente pour vous. Donc on va s'appuyer sur le cas de la transition agroécologique dans le domaine agricole, qu'on considère comme un secteur exemplaire des enjeux qui se posent aujourd'hui à nos sociétés et aux métiers en transition. Alors tout d'abord, quelques éléments sur le travail agricole, notamment pour ceux qui ne sont pas familiers du secteur. C'est un secteur qui a connu de grandes mutations le siècle dernier, en France et au-delà, mais je vais surtout parler du contexte français. En France, donc, la première mutation du travail agricole date de l'après-guerre, période pendant laquelle l'agriculture s'est vue assigner une mission de nourrir la population. Et dans la lignée de la rationalisation des autres productions industrielles, l'État a investi dans le secteur, notamment en R&D, pour optimiser la production de biens alimentaires et transformant ainsi ceux qu'on appelait avant des paysans en entrepreneurs agricoles. Cette industrialisation s'est faite en rationalisant les modes de production de manière à optimiser et à maximiser la production. Les raisonnements et les anticipations dans le fil de l'activité ont alors été délégués à un certain nombre d'éléments, des intrants visant à apporter les nutriments nécessaires pour les cultures et les troupeaux, des produits phytosanitaires et vétérinaires permettant d'éliminer les pathologies, des machines permettant de simplifier le travail, mais aussi de surveiller cultures et troupeaux en rapport avec des indicateurs standardisés. En bref, on assiste finalement à une forte simplification cognitive du travail, parfois réduite à l'application de recettes. Cette première grande mutation a donné naissance à ce qui est couramment appelé l'agriculture conventionnelle, dont on connaît maintenant les limites et les conséquences négatives, pollutions diverses, émissions de gaz à effet de serre contribuant au changement climatique, perte de biodiversité, non-respect du bien-être animal, mais aussi, pour les agriculteurs, difficulté à vivre de leur métier, perte de sens et mal-être, et aussi difficulté à renouveler les générations dans ce secteur. Face à ce contexte, ça ne marche pas. Non. Ah, la souris était partie. Non, c'est bon. Face à ce contexte, a émergé dans les années 2010 en France une incitation politique pour orienter l'agriculture vers un modèle de production qui soit plus respectueux des écosystèmes et des ressources naturelles, mais aussi plus vivable et plus équitable. Cette transition, dite agroécologique, constitue évidemment à proposer de nouveaux principes de rationalisation de la production agricole et constitue vraiment un nouveau paradigme. On a parlé aussi de produire autrement, qui ne se réduit pas à une nouvelle technique agronomique, mais qui transforme profondément le travail. Alors qu'est-ce que la transition agroécologique fait au travail agricole ? Eh bien, ça a été en fait assez étudié, bien que l'agriculture conventionnelle reste dominante et que cette agroécologie soit encore un modèle qui a du mal à se diffuser. Il y a eu de nombreux travaux qui, dans différentes disciplines, pas seulement la didactique professionnelle, qui ont exploré les caractéristiques de ce travail que Patrick a appelé travailler avec le vivant dans une perspective écologique. Certains ont montré par exemple qu'il s'agit de gérer des écosystèmes largement imprévisibles, des objets complexes qu'on ne connaît pas forcément complètement et qui sont soumis à de nombreux aléas. D'autres ont montré que c'est une activité qui se déploie sur des espaces, des temps différents ou des temps étalés. On n'est évidemment pas dans un espace-temps confiné, mais on a une activité qui se déroule sur plusieurs hectares, sur plusieurs années, qui rend difficile finalement le repérage de situations typiques de travail. D'autre part, la transition
cette transition va amplifier l'indétermination dans les situations de travail et le besoin d'enquêter sur les situations qui émergent dans le cours du travail des agriculteurs, leur problématisation, et qui va favoriser l'expérimentation de solutions en fonction de buts qui sont constamment renouvelés dans une transaction entre le sujet et son environnement. D'autres auteurs, Emilia Chantre et aussi Patrick Mayen, ont montré qu'il y a une extension des situations de travail et un développement de représentations spécifiques. Enfin, d'autres auteurs, dans d'autres disciplines, ont montré qu'il s'agit là d'une rupture des modes de pensée, supposant de considérer le vivant animaux, mais aussi plantes et micro-organismes comme des partenaires à part entière dans le travail. En bref, il s'agit d'une recomplexification des situations de travail. Et si on élargit la focale au-delà, on peut dire qu'il y a aussi un travail qui se discute dans des collectifs de pairs qui participent à la production des connaissances à mobiliser dans le travail. Il s'agit aussi d'un travail qui est objet de discussion avec des acteurs extérieurs au secteur professionnel, qu'il s'agisse de discuter avec des consommateurs, par exemple dans le cas de circuits courts, ou de questions socialement vives. Du point de vue des techniciens, des conseillers qui accompagnent les agriculteurs, il s'agit de penser et de mettre en place un accompagnement qui va articuler à la fois des questions techniques, la technicité, mais aussi l'écoute. Et enfin, la transition agroécologique a des conséquences pour la formation, comme a voulu l'exprimer le plan Enseigner à produire autrement, qui a été lancé pour généraliser l'agroécologie dans l'enseignement agricole. Alors, comme l'a indiqué Nathalie, la transition agroécologique, elle ne concerne pas que les éleveurs et leurs animaux. Les enjeux agricoles interpellent la société et les professionnels peuvent faire face à des situations de travail qui sont potentiellement controversées et conflictuelles. Alors avec leurs pairs, avec les usagers des mêmes espaces, avec des consommateurs, voire même avec leurs familles dans le cas d'exploitation agricole familiale. Donc au cœur de ces problèmes soulevés, il va y avoir des normes et des valeurs qui vont être mises en mouvement, et puis il y a aussi des affects qui sont potentiellement intenses. Alors ça peut être des affects négatifs, comme l'ont montré déjà plusieurs travaux, avec des sentiments d'insécurité face aux incertitudes, un sentiment aussi des fois de trahison vis-à-vis de pratiques professionnelles qui sont reconnues depuis de nombreuses années, et un sentiment de marginalité. Mais il y a aussi des affects positifs, notamment au niveau de collectifs de pairs qui vont partager des objectifs communs. Un sentiment de fierté quand il y a le processus de changement qui est mis en œuvre, d'autonomie retrouvée dans les prises de décision, ou encore de sens renouvelé dans le rapport au vivant qui est construit. Donc pour ces professionnels, c'est une transition à la fois professionnelle et psychosociale. Mais si les affects et puis les valeurs sont au cœur de ces problèmes, et de l'activité dans ces phases de transition, finalement, comment est-ce qu'on peut les prendre en compte dans l'analyse des situations de travail et aussi dans la conception de formation professionnelle? Alors Patrick Mayen, dans un article de 2020 qu'il a intitulé « Les affects comme organisateurs de l'activité », nous rappelle que certes, dans le SHEM, il y a une dimension cognitive qui est centrale, qu'on connaît tous relativement bien, mais il y a aussi des dimensions axiologiques et affectives. Dans la dimension affective, il va y avoir les sentiments, les émotions et les motivations des professionnels qui vont s'actualiser en situation. Et dans la dimension axiologique, on va pouvoir repérer ce qui compte le plus pour les professionnels, leur jugement qu'ils émettent sur ce qu'il est préférable ou pas de faire, ce qu'il est souhaitable ou pas de faire, et aussi les valeurs qui vont se déployer dans le processus d'évaluation qu'ils mettent en œuvre, comme l'a théorisé John Dewey. Et pourtant, Patrick nous indique dans cet article que la formation professionnelle, finalement, elle prend peu en compte ces dimensions affectives et axiologiques, qu'elle est surtout centrée sur les organisateurs cognitifs de l'activité. Et comme ça a été discuté lors de la table ronde du premier jour, mais finalement, on doit se mêler de quoi dans la formation? Est-ce qu'on doit se mêler des affects? Est-ce que ça peut être un objet de formation? Quelle prudence il y a à avoir pour intégrer cette dimension dans nos formations? Et donc c'est ce que l'on va essayer d'éclairer en fait dans cette conférence, parce qu'on porte une attention particulière aux dimensions affectives et axiologiques dans l'analyse des situations de travail et dans la conception de formation. Et pour ça, on va prendre plusieurs exemples pour vous éclairer ces points-là. Alors, premier exemple, je vais prendre celui de l'évaluation de la végétation pâturée par les animaux d'élevage. Et en fait, si on regarde l'histoire, depuis 1978, bientôt 50 ans,
L'alimentation des animaux d'élevage, elle est pensée et réfléchie au travers de valeurs des aliments estimés en laboratoire qui permettent de calculer une ration et de prédire la production qui en résultera. Autrement dit, à aliments riches correspond une production de lait, de viande abondante. Et donc, en optimisant l'alimentation, quelque part, on va maximiser la production. On voit bien qu'on est là dans un mode de pensée, un point de vue qui est hérité de la modernisation agricole de l'après-guerre. Ces valeurs, elles sont publiées sous forme de table dans ce livre rouge, là, dont vous voyez l'image, qui est révisé régulièrement depuis cette date-là, qui est prolongé par des logiciels et qui font référence dans la profession et l'enseignement agricole en France, mais aussi au-delà. On pourrait vraiment parler ici de savoir de référence de la profession. Dans la lignée de l'agroécologie ont émergé par contre, parallèlement, différents mouvements qui vont prôner des manières alternatives de voir, de penser l'alimentation des ruminants. Et je vais prendre l'exemple du réseau Pâture-Ajuste que j'étudie maintenant depuis plus de 10 ans. C'est un réseau qui regroupe des éleveurs et des techniciens de l'ensemble du territoire français, de toute production et tout type d'élevage, et qui vont échanger sur leurs préoccupations et pratiques en matière d'alimentation des troupeaux. Ils ont un objectif partagé de réduire les intrants et la mécanisation liée à l'alimentation. En bref, acheter moins d'aliments, mécaniser le moins possible, faire pâturer la végétation naturelle le plus possible, y compris les broussailles, comme vous le voyez sur cette photo, alors que ces broussailles, elles ont une valeur nulle dans le livre rouge. Donc ce réseau défend une toute autre vision de l'évaluation de la végétation que celle qui est prônée par cette référence. Et selon eux, les végétations pâturées doivent être évaluées en fonction des objectifs de l'éleveur, de la dynamique de la végétation, qui peut être courte, mais qui peut aussi s'étaler sur plusieurs mois, des saisons, voire des années, mais aussi des compétences du troupeau. C'est donc une évaluation en situation pour laquelle il n'y a pas de recette à appliquer, amenant les formateurs de ce réseau à répéter incessamment « ça dépend, il faut analyser la situation ». Alors cette évaluation en situation, c'est une activité complexe qui suppose d'apprendre à regarder autrement la végétation. Il faut être capable d'observer, voire même de sentir, si on les écoute, de sentir l'état, la dynamique au fil des saisons et des années, pour pouvoir agir ou au contraire pour pouvoir laisser faire la nature. Le regard, donc, devient un moyen d'une action singulière à un moment donné, à un endroit donné, tout en étant pertinent pour une classe de situation et d'action. Il s'agit donc pour ces éleveurs de développer des compétences de valuation. Donc, contrairement à l'évaluation ex situ de la valeur intrinsèque des végétations, dans ce livre rouge, il s'agit déjà d'une valuation au sens très fort de la philosophie pragmatiste. Il y a une définition mutuelle de l'objet de la pratique, du praticien, une expérience qui est sensorielle, mais aussi une pratique réflexive qui va impliquer le corps, le geste, la situation et éventuellement des artefacts. C'est donc un exemple emblématique, merci, un exemple emblématique des transformations du travail dans la transition agroécologique qui se heurte à une difficulté que j'ai identifiée dans mes travaux, qui est de désapprendre une vision professionnelle bien établie, qui est ancrée chez les éleveurs, mais aussi chez les techniciens, qui est que faire un diagnostic de végétation, ça permet d'avoir une recette d'utilisation pour optimiser l'utilisation de la végétation. Et donc c'est difficile pour ces éleveurs et ces techniciens de changer de posture, de passer d'une évaluation ex situ qui est prescrite à une évaluation en situation qui est à réactualiser chemin faisant en fonction des fins de l'activité. Cela suppose de clarifier ce à quoi nous tenons, si je reprends les termes de Dewey, amenant l'éleveur à expliciter la valeur qu'il donne à une végétation, mais aussi les valeurs qui fondent sa manière de pratiquer le métier, comme l'exprime cette citation-là, c'est ce verbatim, où un éleveur explique que ces modes d'évaluation de végétation ont changé selon les générations. Il dit « L'agriculture chimique a mis en place des tables d'alimentation et tout ça, des rations. On est dans la maîtrise de l'agriculture moderne. » Et il fait référence à son grand-père qui, lui, avait une pratique plutôt adaptative. Il accompagnait la nature, il s'adaptait aux années, aux sécheresses. Il fait référence aussi à son père qui était dans cette maîtrise, mais je maîtrise tout, j'amène tout. Et lui, par rapport à ces deux générations-là, l'une plutôt dans l'accompagnement, l'autre plutôt dans la maîtrise, lui se situe clairement plutôt dans la lignée de son grand-père. J'ai toujours pensé qu'il était mieux d'accompagner les choses que d'être dans la maîtrise. On voit donc que cette question de l'alimentation renvoie non seulement à la valeur de la végétation, mais aussi aux valeurs
qui fondent le métier, leur manière de pratiquer le métier. Alors si on se pose la question de comment accompagner les éleveurs à développer ce nouveau regard sur la végétation, sur les objets de leur activité, il me semble qu'on montre là qu'il faut aller au-delà de travaux qui vont partir strictement de la vision professionnelle dans la lignée de Goodwin et de l'importance de la matérialité et de la perception sensorielle dans l'apprentissage d'une tâche. Et en effet, j'ai montré, et je ne suis pas la seule, que cette capacité à regarder et juger des objets de la pratique, elle n'est pas simplement une capacité individuelle, mais une capacité qui est située dans une communauté de praticiens compétents, qui éventuellement va effectivement créer tension et débat sur les savoirs. Alors il faut changer de focale, il me semble, et c'est comme ça que je me suis intéressée à la manière dont sont construits, négociés, partagés les préférences sur la pratique qui convient dans une communauté de professionnels, ce qui m'a amené à encadrer 2 thèses que je vais prendre par la suite comme exemple. La première sur les processus de valuation et de renormalisation et les conditions et dispositifs qui les favorisent, et la deuxième sur les conflits qui émergent dans ces situations de travail et la reconstruction du sens du travail de ces éleveurs s'engageant dans des pratiques plus durables. Donc première thèse, c'est la thèse de Madeleine Mirabal-Cano, qui sera soutenue à l'automne. Elle a développé une approche compréhensive, mais aussi de recherche-intervention, en articulant la théorie de la renormalisation de Schwartz et celle de l'évaluation de Dewey, pour comprendre ce qui favorise ou au contraire ce qui empêche l'autonomisation au travail d'agriculteurs engagés dans la transition agroécologique. Elle a identifié qu'une des difficultés rencontrées par ces éleveurs, les éleveurs du réseau Pâturage Juste, c'est celle d'assumer des pratiques dissonantes par rapport aux normes professionnelles dominantes. Évidemment, cette gestion différente de la végétation pâturée, avec moins d'intrants, moins de mécanisation, suppose de faire pâturer des broussailles, laisser la végétation sur pied pour plus tard, laisser les animaux dehors pour tout le temps, ou laisser des zones embroussaillées pour la biodiversité. On voit, par ce verbatim, que ce type de pratique suscite de nombreux jugements négatifs de l'entourage, des pairs, mais aussi des propriétaires fonciers et des voisins, qui considèrent, par exemple, que ces pratiques se considèrent sont un gaspillage, finalement, ou un mauvais entretien des parcelles. Ces conflits renvoient finalement aux normes du travail bien fait et à une opposition, au-delà de la manière de juger la végétation, à des normes du travail bien fait, et une opposition finalement entre ceux qui s'identifient au modèle dit conventionnel de l'agriculture, et si on voit toujours le même éleveur qui exprime que son voisin lui a dit que l'agriculture, tu devrais avoir un gros tracteur et un broyeur, donc l'agriculture conventionnelle, c'est d'avoir ces outils-là pour travailler, et ceux qui procèdent autrement ou qui cherchent à développer des pratiques plus durables. Cette analyse du travail permet d'esquisser les conditions qui favorisent cette transition professionnelle et par là même de cerner les objectifs d'une formation pour ces professionnels. Bien sûr, il faut développer des compétences relatives à la tâche. Savoir mieux observer, avec les dimensions perceptuelles, sensorielles, savoir éduquer son troupeau. Et il y a déjà des initiatives de ce genre, notamment dans le réseau Pâturage Juste. Mais cela suppose aussi, si on veut vraiment soutenir la renormalisation de ces éleveurs dans une visée émancipatrice, de décentrer les dispositifs de formation et d'accompagnement de la technique et de donner une place pour que les éleveurs puissent parler de la manière dont ils vivent leur travail en regard de leurs valeurs. Qu'ils puissent aussi parler, expliciter les situations problématiques qu'ils rencontrent et les blocages qui les empêchent d'agir. Il faut également les penser comme des espaces d'entraide et de rassurance. Deuxième travail, deuxième thèse, donc c'est la thèse de Camille Berrier qui a été soutenue en décembre 2024. Donc c'est une autre manière de changer de focale par rapport à la vision professionnelle, c'est d'analyser les processus psychosociaux à l'œuvre dans l'engagement d'éleveurs dans des pratiques plus agroécologiques. Et Camille a étudié ça avec une approche de psychosociale clinique de l'activité d'éleveurs dans le sud-ouest. Et pour cela, elle a articulé le modèle de la socialisation plurielle et active de Malrieux et la clinique de l'activité de Clos, afin de faire une analyse clinique des activités professionnelles des éleveurs, tout en tenant compte de la pluralité de leur sphère de vie.
Elle a montré l'importance d'analyser la part invisible des activités à travers les conflits qui montrent les activités empêchées et les dimensions psychosociales qui sont impliquées. Par exemple, pour ces éleveurs qu'elle a étudiés, les thèmes qui les préoccupent sont principalement la transmission de la ferme entre parents et enfants, les conditions de travail, mais aussi le bien-être et la santé animale. Ainsi, aller vers des pratiques plus durables fait souvent émerger des conflits qui vont porter sur les désaccords sur les critères de travail bien fait et qui vont amener à des conflits, qu'ils soient intrapsychiques ou interpersonnels, comme le montre ici ce verbatim au sein d'une famille, entre un fils qui a repris la ferme après son père et qui n'est pas d'accord sur la manière dont son père procédait pour l'alimentation. Pour dépasser ces conflits, elle a proposé de s'intéresser à la reconstruction du sens au travail selon 3 composantes, 3 dimensions. L'orientation, relative aux intentions qui guident les actions de la personne. C'est habituellement le focus de la didactique professionnelle de mettre à jour les buts et les intentions qui guident les actions. Mais il y a également 2 autres dimensions de la reconstruction du sens au travail, qui est la signification de ce travail, qui correspond donc à la valeur du travail aux yeux de la personne, la définition, la représentation qu'il en a. Par exemple, un éleveur qui cherche à avoir une exploitation agricole à sa mesure et non pas démesurée. La 3e dimension de ce sens au travail, c'est la cohérence du travail qui va exprimer la correspondance entre la personne, ses valeurs, son éthique et le travail qu'elle accomplit au quotidien. Et là, je peux prendre l'exemple d'une éleveuse qui a un projet très fort de changer le monde par ses pratiques et son système d'élevage et qui, pour cela, accueille un gîte dans lequel elle accueille des randonneurs et qui lui permet d'avoir des discussions et de faire partager finalement sa vision du monde, de l'écologie, du rôle de l'agriculture, etc. Finalement, comme l'a montré donc Camille Berrier, si la transition agroécologique en France est essentiellement au départ une incitation politique, elle pourrait peut-être devenir une opportunité pour que les éleveurs engagés dans cette transition se construisent un style professionnel à eux par rapport à un genre dominant du métier qui peut devenir ou qui peut être vécu comme aliénant. Alors ces analyses de situation de travail, ces 2 thèses, avaient évidemment toutes 2 des objectifs académiques, mais elles avaient aussi des objectifs opérationnels, des visées opérationnelles de produire et de tester des dispositifs permettant de former et d'accompagner les individus et collectifs sur ces dimensions. Donc elles sont parties de leurs résultats sur les situations de travail vécues par les éleveurs en transition, et puis elles ont toutes 2 conçu et testé des dispositifs qu'on pourrait appeler dispositif de formation ou dispositif d'accompagnement. On reviendra sur cette distinction en conclusion. Donc je vais prendre ici l'exemple d'un des ateliers testés par Madeleine Mirabal dans sa thèse, dont la visée, l'intention pédagogique, on pourrait dire, était de développer les capacités individuelles et collectives d'enquête sur les situations de travail. Pour cela, nous avons conçu et animé un atelier de co-développement, qui est une méthode d'apprentissage professionnel fondée sur des groupes de pairs, qui vont procéder collectivement et de manière structurée à une démarche d'enquête sur une situation problématique vécue par un des participants. Alors je ne peux pas détailler là tous les effets produits par cet atelier, lors de l'atelier mais aussi pendant l'année qui a suivi, mais je vais en retenir 2 pour le propos qu'on essaye d'argumenter aujourd'hui, qui est que oui, le dispositif a permis effectivement de développer une sorte de vision professionnelle, c'est-à-dire des pratiques et compétences nouvelles en termes d'alimentation au pâturage, en aidant notamment l'éleveur à se départir de ses préconceptions. Il avait l'impression que sa parcelle ne valait rien. Et il a pu effectivement apprendre à connaître sa parcelle, à voir ce qu'il ne pouvait voir auparavant, comme il le dit lui-même, mais aussi enclencher une suite d'expérimentations et de réévaluation de la végétation, lui permettant d'apprendre à connaître et pouvoir utiliser sa parcelle autrement. Mais au-delà, les effets de cet atelier, c'est que l'éleveur concerné a pu, grâce aux échanges avec les pairs, se redéfinir comme éleveur. Il a beaucoup aimé un terme, réappropriation de la parcelle, que ses pairs lui ont adressé. Et il a à partir de ça, pu concevoir des pratiques pour amener ses vaches à manger tout ce qui n'est pas utilisé et considérer que c'est un vrai travail d'éleveur, c'est lui-même qui l'a dit comme ça, et donc se redéfinir comme éleveur pour assumer ses pratiques par rapport à son entourage, alors que c'était difficile au départ. Il a même pris position, puisqu'il s'est donné, suite à l'atelier, un challenge, de leur montrer comment il nourrit ses bêtes et entretient le terrain, voire de prendre position
Il a même rendu un terrain à un propriétaire pour arrêter de faire des concessions sur sa vision de l'agriculture. Et finalement, c'est un dispositif qui lui a aussi permis une sorte de réassurance de cet éleveur, en développant un sentiment d'appartenance à une communauté partageant les mêmes valeurs, comme le montre ce verbatim, où il exprime que ça lui a vraiment fait du bien de rencontrer des gens qui sont un peu la même vision, de ne pas se sentir tout seul et de se sentir soutenu. Alors maintenant, on va changer de contexte. Je vais vous emmener dans le champ de l'enseignement agricole, qui est le cœur de l'activité ici au niveau de l'ENSFEA, et de la question de la formation des futurs professionnels de l'élevage. Alors comment est-ce qu'on peut former ces futurs professionnels à faire face à des situations de travail qu'ils vont devoir finalement faire évoluer fortement dans les années à venir? Donc finalement, c'est le travail des éleveurs, des agriculteurs, quand ils sont en train d'apprendre, des agriculteurs quand ils sont en train de changer leur manière de faire, qui nous intéressent tout autant que des agriculteurs qui sont expérimentés et installés en fait dans des pratiques professionnelles. Et c'est justement l'analyse de l'activité perturbée, empêchée, qui va m'intéresser moi plus particulièrement, et notamment avec Michel Vidal, qui est un collègue de l'Institut Agro-Dijon, avec qui je travaille au quotidien dans ces recherches, pour tenter de créer des scénarios pédagogiques et puis d'aller analyser l'activité des enseignants et des élèves. Alors, avant de vous présenter deux exemples de situations de formation, je vais faire juste un rapide détour par des recherches qui sont un petit peu plus anciennes et qui vont peut-être permettre d'expliciter un petit peu les choix qu'on a fait, les orientations qu'on a fait ces dernières années. Alors, Michel Vidal et puis moi-même, dans nos thèses respectives, on a analysé l'activité d'élèves qui suivaient des parcours de formation qui les forment à des situations d'élevage où sont en jeu le bien-être des animaux et la sécurité de l'éleveur. Et ce que l'on a pu observer, c'est que ces parcours de formation étaient plutôt centrés sur les dimensions cognitives de l'activité et qu'ils montraient un certain nombre de limites. Alors, je vais prendre l'exemple de l'ébourgeonnage des veaux. Alors, c'est une pratique douloureuse en élevage, pratiquée dans un certain nombre d'élevages, qui vise à empêcher la pousse des cornes des animaux. Voilà, s'ils n'ont pas de cornes, il y a certains bovins, ils n'ont pas eu ça, mais la majorité, ils ont quand même subi ça à un certain âge. Ce qu'on a pu observer, c'est que les élèves donc, ont acquis des connaissances sur le processus de la douleur des animaux, ils ont acquis des connaissances pratiques sur la gestion de cette douleur en élevage, les gestes, mais il n'empêche qu'on a pu comprendre qu'ils développaient des stratégies de défense pour réduire leur inconfort émotionnel et éthique. En fait, ils vont reconfigurer leur représentation cognitive jusqu'à arriver pour certains à des représentations qui sont erronées, alors qu'ils nous ont prouvé par ailleurs qu'ils avaient compris et acquis les connaissances sur la douleur, pour réduire l'inconfort émotionnel qu'ils vivent à mettre en place ces pratiques-là, tout en étant loyal à ce qui se passe dans la ferme familiale telle que le pratiquent les parents. Donc ça les a empêchés de questionner ces pratiques-là et de rentrer dans un processus de changement. Donc on en a conclu que peut-être pour ces situations de travail qui ont qui ont un enjeu éthique et affectif fort, il peut être intéressant en formation d'articuler des dimensions axiologiques, affectives et cognitives pour tenter de développer le pouvoir d'agir des élèves. Alors le premier exemple que je vais prendre, on va se situer dans la formation de futurs responsables et techniciens d'élevage qui sont en apprentissage. C'est au sein du projet CASDAR Entract qui est toujours en cours. Et le point de départ qu'on a pris là, c'est des situations de travail qui sont controversées dans les médias, en élevage porcin. Alors nous, on les dit conventionnels, sachant qu'il y a tout un continuum dans l'agriculture conventionnelle. Quand vous les voyez dans les médias, ils sont plutôt sous la dénomination d'élevage industriel. Donc c'est des situations de travail où la littérature a montré qu'elles pouvaient être source de souffrance éthique pour les éleveurs qui devaient avoir à y faire face. Donc on s'est posé la question de comment former en fait ces futurs professionnels à pouvoir construire des solutions alternatives dans ces situations de travail-là. Comment les amener à assumer une certaine distance par rapport au genre professionnel dominant et à construire en fait leur propre style. Alors cette recherche, elle s'inscrit dans une recherche collaborative qu'on mène avec une formatrice donc de centre de formation par apprentissage. Pour la construction du scénario pédagogique, on s'est ancré dans les principes de la didactique des questions socialement vives et on a adapté un dispositif qui s'appelle l'Atelier du futur, qui a été créé par Robert Young dans les années 80. Au niveau de l'appareillage de recherche, on a observé, capté les séances et on a mené des entretiens et des analyses avec un outillage méthodologique et conceptuel issu de la microphénoménologie.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce champ-là, donc c'est des travaux qui sont notamment développés par Claire Petit-Mangin et ses collaborateurs à partir des travaux de Pierre Vermersch. Et il s'agit d'une compréhension fine de l'expérience subjective vécue par le sujet en première personne pour essayer de mettre en lien la part pré-réfléchie et réfléchie de l'expérience et d'identifier des caractéristiques structurelles de cette expérience-là. Alors pour ce premier dispositif, je vais vous détailler un peu les phases, toutes les phases de ce dispositif-là, sachant que les élèves, avant de démarrer ce scénario pédagogique, les étudiants, ils ont eu tout un module de formation sur les systèmes d'élevage porcin. Et la première phase du scénario, c'est en fait une semaine d'immersion en élevage porcin, dans des situations de travail en Bretagne, sachant qu'eux ne sont pas du tout issus de cette région-là. Ce que l'on voit, c'est que les étudiants vont reconfigurer en fait leur représentation qu'ils s'étaient construite sur ces systèmes d'élevage quand ils étaient en centre de formation. Ils vont aussi mieux comprendre en quoi ces situations peuvent être controversées dans la société. Là, ce qu'on voit dans le verbatim de l'étudiante, c'est qu'elle nous dit en entretien « Je ne pense pas que tout le monde est apte à voir ce genre de choses ». Donc ces situations de travail-là. Il faut être dans la filière. Ça ne correspond pas non plus à ma façon de faire, à mon éthique par rapport au bien-être animal. Dans la phase 2 du scénario, on va en fait chercher à favoriser l'expression de ces ressentis affectifs des étudiants pour en faire un moteur et une ressource pour le processus de problématisation, pour problématiser ces situations de travail. Donc la formatrice les invite à exprimer ce qui les gêne dans ces situations de travail, ce qu'ils trouvent agréable, désagréable, ce qu'ils apprécient, n'apprécient pas pour eux et pour les animaux. Et après, derrière, il y a tout un travail d'essayer d'identifier les problèmes qui sont sous-jacents. Derrière, j'aime pas ça ou ça me plaît pas. Et donc, c'est un peu les patates noires là, que vous voyez sur la photo, les problèmes qui sont identifiés. Et ce qu'on a pu observer, c'est que le mode de logement des porcs dans ce dispositif cristallisait un certain nombre de problèmes identifiés par les étudiants. Donc, on a orienté la suite du scénario sur cette dimension-là. Dans la phase 3 du scénario pédagogique, on invite les étudiants à une phase de créativité sans contrainte. On leur demande d'imaginer l'élevage, le mode de logement en fait utopique pour ces systèmes d'élevage porcin. Et on leur dit, de cette fois, laissez libre cours, il n'y a pas de contrainte économique, pas de contrainte de changement climatique, libre à eux. Ce qu'on peut observer dans les productions des élèves et après en entretien, c'est que ça fait émerger en fait chez les étudiants les leviers d'action qu'ils souhaiteraient mobiliser. Par exemple, là, il y a une étudiante qui veut travailler sur le manque d'interaction entre animaux et éleveurs dans ces systèmes d'élevage. Et donc, elle propose un quart d'heure de câlin à 14h avec une alarme qui sonne tous les jours et on peut s'adonner à un quart d'heure d'interaction positive entre éleveurs et animaux. Il y a un autre étudiant, lui, qui propose de repenser le transfert des porcs charcutiers jusqu'à l'abattoir qui sont parfois éloignés des systèmes d'élevage. Donc lui, il souhaiterait relocaliser proche les abattoirs et que ce transfert se fasse à pied, comme dans une sorte de pratique rituelle et sociale qui soit visible, qu'on emmène les animaux à l'abattoir et pas dans des camions enfermés à l'extérieur des villes. Donc le but de cette phase 3... alors là, généralement, c'est assez stimulant dans les classes, ils sont contents de rêver, mais c'est surtout de construire le sens derrière ces propositions-là pour le réinvestir dans la phase 4. Donc là, dans la phase 4, on leur demande une phase, cette fois, de conception réaliste. Alors on leur met quand même 20 ans de projection, parce que si c'est que maintenant, ils ne vont pas pouvoir changer des fois à grand-chose. Et ce que l'on observe dans cette phase de conception réaliste, c'est que va émerger aussi les verrous à l'échelle de la filière. Et que les étudiants identifient que finalement, les éleveurs ne sont pas les seuls responsables du processus de ce changement socio-technique et qu'eux aussi, en tant que futurs techniciens, ils auront un rôle à jouer à l'échelle de la filière. Et puis ce qui nous intéresse, c'est qu'à l'issue du scénario de formation, les étudiants, certains, vont aller re-questionner aussi leur situation de travail chez leur maître d'apprentissage. Donc c'est le cas par exemple de cette étudiante qui en entretien revient sur le moment où elle a révisé ses cours liés à ce module d'élevage porcin. Et elle nous dit, au final, j'ai fait le parallèle avec chez mon patron, et qu'est-ce que, si c'était ma bergerie, je changerais au final. Et du coup, je suis venue à me dire, mais en fait, le bâtiment, pourquoi je ne pourrais pas le retourner ? Alors, pourquoi retourner le bâtiment ? C'est que ce qui la dérange, c'est qu'il y a certains agneaux qui sont uniquement élevés en bergerie dans ce bâtiment-là. Et elle se dit que finalement, si on changeait complètement l'organisation des lots dans le bâtiment,
peut-être qu'on pourrait n'avoir plus d'agneaux qui sont élevés uniquement en intérieur. Et donc, ça va l'amener après à enclencher une discussion avec son maître d'apprentissage. Donc, c'est ce que nous cherchons, en fait, de développer une pensée créative chez ces étudiants pour aller questionner des certitudes, a priori. Donc ça, c'était le premier contexte. Cette fois, je vais vous emmener chez un tout autre public que j'ai aussi en formation. Ça va être la formation des enseignants. Et donc là, ce que l'on a cherché à faire avec Michel Vidal, c'est qu'on souhaitait inciter les enseignants à faire entrer dans leur enseignement les dilemmes en fait, qui se posent aux professionnels dans les situations d'élevage. Alors surtout les dilemmes éthiques. Donc les dilemmes éthiques, nous on les considère comme des situations de travail dans lesquelles il va y avoir des conflits entre des valeurs qui sont mutuellement exclusives. Et pour prendre une décision, il va y avoir besoin d'ajuster en fait des dimensions axiologiques qui vont être en confrontation. Et un dilemme, il n'y a jamais une solution qui va être satisfaisante pour tout le monde et ça se présente un peu comme un problème qui est insoluble. Donc pour concevoir le scénario pédagogique, cette fois, on est reparti de travaux de Claire Petit-Mangin, qui, elle, s'est intéressée à l'expérience d'émergence d'idées chez des chercheurs, chez des savants. Quand ils sont face des mathématiciens, par exemple, à un problème qui leur semble insoluble, finalement, comment leur vient cette idée qui va les débloquer et va faire réavancer le travail. Et donc, dans les travaux de Claire Petit-Mangin, ce qu'elle a mis en évidence, c'est qu'à un moment donné, dans cette expérience-là, il y a une décentration. Ça veut dire qu'on va se défocaliser du problème, on va arrêter de se crisper sur la résolution du problème, et en relâchant cette intentionnalité, il y a d'autres idées qui vont pouvoir émerger. Et c'est ce qu'on a tenté d'essayer de faire, en fait, dans ce scénario de formation. Alors cette fois, je ne vais pas détailler toutes les phases et je vais m'intéresser qu'à la 5e phase, puisque cette phase-là, elle vise en fait vraiment à recentrer sur l'ancrage corporel de l'émergence de nouvelles idées. Alors on a entendu plusieurs fois au cours du colloque le théâtre forum, qui est mobilisé aussi du coup dans le champ de la didactique professionnelle. Là, cette fois, c'est le théâtre image qui a été proposé aux participants. Donc ça s'inscrit dans le théâtre des opprimés développé par Augusto Boal. Le théâtre image, donc le théâtre des opprimés, on cherche à ce que les participants en fait sortent par eux-mêmes d'une situation intenable. Alors on l'a adapté quand même le théâtre image en mobilisant nous une approche contemplative, c'est-à-dire en favorisant à ce que les participants portent plutôt attention à leur ressenti corporel pour favoriser en fait le relâchement de l'intentionnalité. Alors, au niveau de cette expérimentation, on l'a fait trois fois et je vais prendre un exemple qui a été fait avec 4 enseignants de zootechnie. Et ces enseignants, ils ont une partie de leur activité où ils sont dans des situations d'élevage, soit dans la famille, soit en dehors de leur travail d'enseignant. Dans ce dispositif-là, donc le théâtre image comparé au théâtre forum, il n'y a pas de jeu parlé. Il faut que les participants en fait, construisent une image corporelle fixe avec leur corps qui va être une image symbolique ou réaliste du dilemme. Sachant que là, les enseignants avaient identifié une situation dilemmatique dans les phases précédentes du scénario. Et donc, ils avaient choisi une situation où on travaillait sur la relation homme-animal, une situation où c'est une brebis, où ils sont attachés affectivement à cette brebis-là, mais malheureusement, elle ne supporte plus le rythme de reproduction intensif dans ce système d'élevage. Quid de son devenir? Est-ce qu'on l'envoie à l'abattoir de manière beaucoup plus précoce que prévu? Est-ce qu'on lui donne un autre devenir? Donc c'est cette situation-là qu'ils ont représentée en fait sous la forme d'une balance. Là, vous voyez, il y a le socle de la balance, il y a quelqu'un qui représente l'aiguille, et puis il y a les 2 plateaux de la balance. Et au cours du dispositif, l'aiguille va changer de position et les plateaux vont changer aussi au cours de ce dispositif-là. Et l'animateur, lui, ce qu'il invite à faire chez les participants, c'est d'essayer de se connecter à leur ressenti corporel, à chaque image construite, de dire les ressentis qu'ils ont, s'il est désagréable ou agréable. Si ce ressenti est désagréable, on invite les participants à faire un mouvement spontané, donc pas de réfléchir pendant 10 minutes, de prendre une autre position. Et ensuite, ainsi de suite, les participants changent de position et on a plusieurs images qui vont être construites successivement. On arrête le dispositif quand il y a une image où tous les participants disent qu'ils sont suffisamment confortables. Et après, on a une phase où on invite les participants à réfléchir au cheminement qui a été suivi et finalement, quel sens ils peuvent construire de ce cheminement-là. Alors, ce qu'on a pu observer dans les analyses, c'est qu'on a bien, comme dans les travaux de Claire Petit-Mangin, en fait, des phases d'alternance de relâchement de l'intentionnalité et de conscientisation.
Il y a des phases où voilà, les personnes même ont l'impression, comme dans ces travaux-là, que ça vient d'ailleurs, que c'est même pas eux qui sont en train d'agir, en fait, qu'il y a une forme de passivité. Et ensuite, dans la résolution du dilemme, puisque le dilemme a été résolu au cours de ce dispositif, on voit une articulation en fait de 3 variables agissantes. Une variable affective avec les émotions et les sentiments qui émergent, une variable corporelle avec les ressentis, les positionnements corporels, les mouvements qui sont faits, et puis une variable aussi cognitive avec les images mentales qui émergent, des phases de conscientisation et aussi de projection dans d'autres situations. Et c'est pour les participants qui articulent ces 3 variables-là, en fait, qu'il y a une résolution de dilemme au cours de cette phase-là. Et même pour une des participantes, en fait, elle va la mettre en action directement à l'issue de la journée de formation. Par contre, on s'est confronté à un certain nombre d'obstacles pour la transposition auprès d'élèves, parce que ce n'est pas habituel pour des enseignants d'ancrer les dimensions corporelles dans leurs enseignements. Donc ça, c'est encore un travail qui est à mener. Donc maintenant, à l'issue de cet exposé, on espère avoir posé des jalons pour une didactique des métiers en transition. Et pour nous, ça suppose d'analyser les situations de travail en considérant les situations dans une approche transactionnelle, comme l'a théorisé John Dewey, c'est-à-dire de la considérer comme une transaction entre le sujet et l'environnement qui sont en co-transformation pour pouvoir prendre en charge aussi la situation du point de vue en fait, de l'acteur. Ça suppose pour nous aussi de donner une place équivalente aux indices cognitifs, affects, valeurs et ressentis corporels au sein de l'analyse du travail, mais aussi dans la conception de formation, car elles sont des ressources pour évoluer dans un monde professionnel en transition et en relation avec le vivant. Alors, dans nos recherches, comme vous avez pu le voir, ça suppose de mobiliser des outils méthodologiques et conceptuels de plusieurs champs. Ça suppose aussi pour nous d'intégrer dans la formation des dimensions conflictuelles liées au travail en transition. Dans les exemples que j'ai montrés, ça suppose aussi un décalage en fait, entre situation de formation et situation de travail. On n'a pas une fidélité de la situation de travail dans la situation de formation, parce que ces situations de travail qui impliquent des routines qui peuvent être aliénantes, comme l'a dit Nathalie, empêchent de renouveler aussi le genre professionnel. Et on pense que ça nous permet aussi d'interroger en fait, les liens entre formation et accompagnement. Certes, il est important d'étayer l'apprentissage, le développement de compétences sur la tâche ou une classe de situation, mais il nous semble aussi important d'intégrer dans les formations l'accompagnement des sujets et des collectifs dans la problématisation, la conceptualisation de leur activité et aussi dans la construction du sens de leur travail, en s'intéressant au processus d'évaluation dans ses dimensions affectives et axiologiques, et aussi d'accompagner l'intégration de ces professionnels dans des communautés de pairs qui ont une identité professionnelle commune, aussi marginale soit-elle. Merci pour votre attention. Bravo. Merci. Il nous reste 10 à 15 minutes pour les questions. Je ne doute pas que vous en ayez beaucoup. Questions, échanges, remarques sur cette conférence très intéressante. Alors, Jonathan, tu veux bien faire passer Bonjour à toutes les deux, je ne vous ai pas encore vu. Merci et bravo pour cette conférence très rafraîchissante, créative certainement, dissidente, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci, ouais, c'est super chouette de voir ça. Alors, j'avais une question, pas tant sur le volet affectif que vous avez développé, mais plutôt sur le premier exemple que tu as pris, Nathalie, mais la question s'adresse aussi à toutes les deux. Tu dis qu'ils sont obligés de désapprendre un regard professionnel, tes éleveurs, là. Et je me suis demandé dans quelle mesure il s'agissait réellement de désapprendre. Et je vais expliquer ça et illustrer. Quand on est allé avec Fanny Chrétien, Marie-David, enquêter des agriculteurs dans le domaine des grandes cultures ou des viticulteurs en Bourgogne, on a rencontré des agriculteurs qui étaient en agriculture biologique et des viticulteurs. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils faisaient en agriculture biologique si auparavant ils n'étaient pas passés par d'autres modèles d'agriculture et s'ils n'avaient pas maîtrisé ces modèles conventionnels. Et d'une certaine manière, ils n'auraient pas pu apprendre l'agriculture biologique s'ils n'avaient pas appris et
Et même, on pourrait presque dire que leur agriculture biologique s'appuyait sur ce qu'ils savaient de ces modèles conventionnels. Et ça me faisait... et donc, c'est pour ça que je me demandais si... Ça m'interroge, hein. Est-ce qu'il s'agit de désapprendre ou est-ce qu'il s'agit de réapprendre autrement? Et si on le prend dans un sens piagétien, on serait dans un mécanisme d'accommodation, c'est-à-dire qu'on va transformer son activité, la développer, mais en l'appuyant sur ce qui venait avant. Donc je me suis interrogé s'il s'agissait vraiment de désapprendre, et j'entends bien qu'il y a là quand même un obstacle pour l'apprentissage, hein, dans ce changement de regard, cette accommodation. Voilà, donc c'était vraiment une interrogation là-dessus. Merci Jean-François pour cette question. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense il doit y avoir des cas, j'ai des exemples en tête, où c'est plus une accommodation qu'un désapprentissage. Là, l'exemple que je donne, il y a vraiment une rupture de mode de pensée forte, qui en fait, si on reste sur l'idée que la végétation a une valeur qu'on peut calculer en labo, eh bien, on ne peut pas passer le cap, en fait. On ne peut pas le passer le cap à observer autrement la végétation. C'est ce blocage-là que j'ai voulu signifier en disant désapprendre, mais je vois bien qu'effectivement, tout un tas de connaissances qui sont apprises auparavant sont utiles quand même, mais sont utiles quand même en étant adaptées, ajustées, voire tordues, détournées parfois. Là, il y avait vraiment un blocage fort qui les empêchait notamment d'utiliser un outil proposé par les formateurs, parce qu'ils l'utilisaient en ayant le mode de raisonnement, on va dire, habituel, on va dire dominant, mainstream, qui était tellement fort qu'ils n'arrivaient pas à l'utiliser autrement. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, dans d'autres cas, c'est plus de l'accommodation, de l'accumulation et de l'adaptation des connaissances. Il y en a une là, mais tu pourras. Moi, j'ai des petites questions. Nathalie, tu as évoqué les compétences du troupeau. Et alors, j'aimerais que si tu peux nous dire un peu ce que c'est que les compétences du troupeau. Alors, compétences du troupeau, oui, clairement, les éleveurs de ce réseau, mais je pense que c'est connu au-delà, savent apprendre à leur troupeau à manger ce qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc ça veut dire les accompagner à certains endroits, leur donner le temps de découvrir, puis les réamener à cet endroit, etc. Donc il y a une relation de l'éleveur au troupeau, dans une visée formative de l'éleveur vers le troupeau, mais à l'inverse, le troupeau apprend aussi à l'éleveur qu'est-ce qui est bien à tel moment, qu'est-ce qui fonctionne, est-ce que c'est cet endroit-là qui va bien sur le début de l'après-midi ou plutôt en fin de journée, etc. Donc c'est une relation vraiment dialogique en termes d'éducation bilatérale, peut-être, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et puis il y a aussi des relations intra-troupeaux, c'est-à-dire qu'il y a les jeunes qui apprennent en regardant, par exemple, les vieilles vaches. Il y a eu des travaux comme ça de collègues qui ont montré que, notamment dans les milieux très pentus, eh bien, il y avait une façon de faire pour pouvoir manger et pas se casser la figure. Et donc les jeunes regardaient les vieilles vaches pour savoir comment procéder pour pouvoir bien pâturer. Voilà, donc plein d'apprentissage dans tous les sens. Fanny a d'ailleurs fait le travail que tu as fait sur l'activité des bergers. Tu montres très bien le co-développement en fait d'éleveurs et troupeaux, parce que les animaux apprennent eux-mêmes au cours et en fait se transmettent cet apprentissage. Et par rapport au dilemme que je vous ai présenté de la brebis qui ne savent pas s'ils veulent l'envoyer à l'abattoir ou pas, souvent dans ces animaux qui ont un lien particulier, ils restent parfois dans les systèmes d'élevage pour la visée d'apprentissage. Ils n'ont plus une visée de productive uniquement, mais d'apprendre aux autres aussi. Voilà. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Et je me pose une question. Moi, je suis débutante en didactique professionnelle. Vous avez parlé de ces dimensions axiologiques et affectives. Dans la dimension axiologique, selon Albero, elle est peu étudiée dans l'activité. Et vous avez parlé de cette dimension axiologique, des valeurs qui sont issues de la vision du monde qu'ont les agriculteurs, que ces valeurs-là sont en lien donc avec la vision, avec une vision philosophique. Et d'un autre côté,
en activité, Barbier notamment dit que les valeurs sont des valeurs en acte. Et qu'à l'inverse, c'est donc à l'inverse que les valeurs sont dans l'activité. Donc moi, je suis un peu perdue, je vous avoue. Alors la question est peut-être pour vous, mais aussi pour les personnes de la salle qui sont beaucoup plus expérimentées. Voilà, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour étudier les valeurs, La manière dont on les conçoit, nous, c'est plutôt dans la deuxième entrée. Ça veut dire que ces valeurs, elles ne sont pas à un donné a priori en dehors des situations qui viendraient donner une couleur aux situations et qu'elles sont comme ça en dehors des situations. Elles s'actualisent et elles se construisent vraiment en situation. Donc elles sont bien en acte, pour nous, la manière dont on les conçoit. Et elles ne sont pas directement accessibles. C'est ça qui est difficile au niveau méthodologique. On ne va pas identifier une valeur d'une personne parce que justement, ça les ferait sortir. Donc c'est plutôt à partir des jugements que nous, on va aller les travailler, les jugements qu'ils vont émettre, parce qu'il y a des travaux aussi plutôt issus de la linguistique qui travaillent du coup sur les énoncés et que chaque énoncé peut être porteur d'un jugement et que derrière ces jugements, il y a en fait la hiérarchisation de différents champs d'expérience, c'est-à-dire qu'on met en avant plutôt peut-être le champ de l'utile ou de l'inutile, ou derrière du souhaitable, du non souhaitable, du bon, du mauvais, et comme ça on peut identifier en fait comment l'acteur dans le sujet, dans la situation, va pouvoir hiérarchiser ces préférences-là et du coup accéder à cette dimension axiologique. Alors c'est vrai qu'on utilise le terme valeur, mais en fait au final on ne met jamais en avant strictement des valeurs. On met en avant une orientation axiologique de l'action, mais pas les valeurs d'un sujet. Et le processus d'évaluation que travaille notamment Nathalie aussi dans ses encadrements de thèse est aussi une théorie qui est pour nous riche et pertinente pour pouvoir accéder à ce processus de jugement que met en œuvre les professionnels en situation. J'espère que j'ai répondu en partie à la question. Mais merci beaucoup. Je voulais avoir votre retour d'expérience, Amélie, parce que on a vu dans un symposium sur le débriefing que finalement, dans certains domaines de métier, notamment la santé, les émotions en situation de simulation, je cite les formateurs, sont déchargées avant le débriefing parce que ça vient parasiter le processus de raisonnement. Vous, au contraire, vous vous en servez comme des objets, notamment pour faire penser, réfléchir un peu plus par soi-même. Voilà. Vous ouvrez différentes parenthèses intellectives à travers votre programme 3, programme 4, je ne sais plus comment vous les avez nommés. Et en fait, je me suis posé la question, mais tout simplement, proposer un tel dispositif, est-ce que ça fait déjà pas réagir les apprenants sur le plan émotionnel ? Là, un effet de présentation, c'est que vous nous montrez des effets d'apprentissage très, très beaux, très fantastiques, mais est-ce qu'ils sont systématiques ? Est-ce que, également, vous vous êtes une fois confronté à des apprenants qui étaient en totale opposition à ce que vous proposiez dans votre dispositif ? Et ma question est aussi là, c'est est-ce que potentiellement cette réaction émotionnelle très forte d'opposition totale peut être aussi un objet de travail auprès de cet étudiant qui a eu cette réaction et également la faire discuter auprès du groupe. Okay. Merci pour votre question. Il y en a plusieurs. Alors, les affects amènent beaucoup de réflexions parce qu'il faut, je suis d'accord, être prudent dans la manière dont on les aborde en formation. Alors moi, j'aime beaucoup les travaux de John Dewey par rapport à la manière dont il théorise les émotions parce qu'il y a des affects qui vont être constructifs en formation et d'autres qui ne vont pas l'être. Ça veut dire que s'il y a une décharge intense extrêmement forte, en formation, c'est pas notre travail. Ça va être un travail plutôt à l'échelle des psychologues. Donc ça veut dire que nous, ce que l'on fait, et en didactique des questions socialement vives, vu qu'il y a toujours des émotions potentiellement intenses, on essaye de construire nos dispositifs de telle manière qu'on puisse les accueillir, ces émotions, mais qu'elles puissent être accueillies pour qu'elles deviennent constructives. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément chercher à avoir un temps de décharge intense avant, et puis après c'est bon, on peut travailler. C'est qu'on va leur permettre de s'exprimer, de les accueillir d'une telle manière. On pose aussi un cadre de communication qui est très strict dans ces systèmes de formation. Les élèves, ils comprennent tout de suite qu'ils ne sont pas en situation de classe classique.
parce que le formateur ne se comporte pas de la même manière, le cadre de communication n'est pas le même qu'en classe. Il y a des choses qu'on ne va pas permettre et il y a des choses qu'on va permettre. Donc déjà ça, c'est un point important. Alors ça nous est arrivé, par exemple, à Gap, on avait travaillé avec Michel Vidal et c'était lui qui était intervenu là-bas. On nous avait appelé parce que les élèves se tapaient dessus sur la question du loup. Et qu'on n'avait plus le droit de parler du loup dans le lycée. Interdiction préfectorale de parler du loup dans le lycée parce que c'était trop violent. Donc des fois, on arrive dans des situations qui sont complètement bloquées au niveau émotionnel. Bon, on a passé 2 jours là-bas et au final, les élèves ne se sont pas tapés dessus et ils étaient bien à la fin, ils étaient apaisés. Mais... Par exemple, le premier dispositif a été un photomontage, que les élèves puissent faire un photomontage de eux ce qu'ils pensaient le loup, donc ils ont déchargé émotionnellement dans la construction d'un photomontage, des fois qui pouvait être assez dur, et ensuite ils se sont explicités leur photomontage, chacun les uns les autres, pour identifier les ressentis des fois potentiellement intenses. Donc voilà, donc on essaye en fait de cadrer et de créer des conditions. Il n'empêche que parfois on ne maîtrise pas certaines choses, mais même en formation, que parfois ça fait écho pour des personnes à des situations même hors élevage et qu'il va y avoir une intensité émotionnelle assez importante. Et là, Michel Vidal est très formé, moi je me suis formée aussi à pouvoir accueillir ces moments-là, pouvoir prendre la personne à un moment donné à part pour permettre ce temps-là, mais c'est pas notre visée en tout cas, c'est pas du tout notre visée, ça peut arriver. Les apprentissages systématiques, non, ce serait trop beau. C'est dans n'importe quel processus et dispositif, bien sûr que ce n'est pas systématique. Là, je vous ai montré là où ça marchait, mais pour certains, ça ne fonctionne pas toujours. Et puis, je pense qu'il y a le temps long aussi. Parce que parfois, on a retrouvé des étudiants plusieurs années après et ils avaient bloqué au cours du dispositif, mais il n'empêche qu'ensuite, ils m'ont dit « mais je suis quand même retournée voir chez mon voisin là, que j'aimais pas du tout, quand même ce qu'il faisait là, comme ça, parce que... » voilà. Donc, on voit que malgré tout, ça les a amenés petit à petit, mais dans l'instant, ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas bouger et ça, pour nous, c'est OK. C'est OK, s'ils ne peuvent pas bouger dans ce moment-là, on ne va pas aller forcer les autres, les choses. Opposition totale, oui, bien sûr. Par exemple, là, dans le cas de l'élevage porcin, on l'a déjà fait 2 fois. La deuxième fois, il y avait des étudiants, eux, qui souhaitaient mettre en œuvre ce type de système d'élevage porcin. Donc, il a fallu aussi pouvoir, lors de la problématisation, qu'ils puissent en fait eux aussi donner leur ressenti et qu'eux, ils identifiaient d'autres problèmes qui étaient plutôt propres à l'éleveur, à ses conditions de travail. Donc, ils ont construit un autre problème. Et ce qui est important en didactique des questions socialement vives, c'est que pour pouvoir débattre, il faut arriver à chacun bien savoir de quel problème on parle. Parce que souvent à la télé, on voit que les gens ils discutent jamais du même problème. Donc ça fait des polémiques. Et une fois qu'on a compris chacun de quel problème on parle, on arrive un peu mieux à échanger et à se comprendre. Donc le processus de problématisation, il est vraiment aussi central pour nous, là, pour aider à désenclencher ces oppositions très fortes. Merci Amélie. Pour ne pas trop empiéter sur la pause, une toute dernière question. Et Paul ne peut. C'était sur votre pratique de chercheur sur ces questions-là. Parce que Nathalie, tu nous as présenté des exemples en référence au réseau Pâture à Juste. Toi, tu nous présentes des exemples soutenus par des arrêtés préfectoraux. Et donc, ma question, c'est est-ce que, en fait, des chercheurs en didactique professionnelle ont besoin d'appui spécifique dans les milieux quand il s'agit de travailler sur les affects, les valeurs, etc. Alors, je regarde Nathalie Flippo, puisque l'on est en train de construire un document avec l'inspection de l'enseignement agricole, puisque oui, on a besoin d'appui. Parce que sinon, les enseignants, en fait, c'est aussi pour pouvoir protéger les enseignants. Les enseignants, s'ils se lancent à prendre en charge ces questions très conflictuelles sans le dire à personne, et qu'ensuite ça se sait par des on-dit d'élèves et que ça revient parce que les lycées agricoles sont en prise avec la profession, avec le territoire. Là, il peut y avoir des effets assez négatifs parce qu'on ne comprend pas en fait ce qui se passe dans les situations de classe. Alors que quand on explique ce qu'on fait, qu'on ne vise pas à manipuler, à orienter dans une direction, mais au contraire à ouvrir les professionnels à pouvoir construire de nouvelles solutions et à échanger ensemble, ça désamorce beaucoup les choses. Donc on a besoin en fait d'être, oui, au niveau institutionnel, d'avoir en fait à minima une transparence comme quoi on est en train d'intervenir sur ces questions-là et que s'il y a un enjeu éducatif et qu'on ne le fait pas en catimini, discrètement.
contre, par exemple, voilà, le genre professionnel dominant. Alors merci beaucoup pour cette belle conférence. Je pense qu'on peut les applaudir encore.